Bonjour à tous et bienvenue. On est le 11 mars, lundi. Un lundi, on commence la semaine ensemble. Et puis, cette semaine, je vous l'ai promis, on va se lancer dans le live. Donc, vous pouvez me retrouver en live tout au long de la semaine. Et l'horaire indiqué jusqu'à présent, eh bien, écoutez, c'est 13h13. Donc, on s'y tient. Il est 13h13 et on est ensemble. Donc, pour ce tout premier live, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, je vous renvoie la question. En fait, n'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire des commentaires à côté pour m'accompagner, il n'y a pas de souci avec ça, et je prendrai le temps de les lire et d'y répondre hein, s'il y a des questions. Donc, ce tout premier live, eh bien souvent dans la vie, quand on entre dans une salle, quand on commence un atelier, une formation, ou même quand vous étiez en cours, à l'école, ça peut remonter un peu, surtout au lycée, à la fac, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui, même dans une réunion professionnelle avec des nouveaux partenaires? La première chose qu'on vous demande, c'est de vous présenter. Et alors, les présentations, en général, ça vous fait vivre quoi? Il y en a, ça les stresse, il y en a, ça leur fait peur de prendre la parole en public, il y en a, ça les ennuie, pour rester poli, ce tour de table et de présentation. Et puis, il y en a d'autres, ils adorent ça, ils aiment bien connaître effectivement à qui ils ont affaire et voir un petit peu ce tour de table, ce qu'ils vont pouvoir trouver en résonance avec les uns ou avec les autres. Et vous, quand il y a un tour de table, eh bien, ça vous fait quoi? Ça vous fait vivre quoi? Ça vous plaît ou ça vous déplaît? Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, le tour de table, je suis toute seule. Coucou Ayette. Donc Ayette se présente et à mon tour, eh bien, je vais me présenter. Donc je m'appelle Sandra Burnier et on va voir qu'il y a des étiquettes qu'on se colle quand on est sur ces tours de table et de présentation. Et ces étiquettes, elles viennent dire des choses de nous. Alors bien sûr, il y a le nom et le prénom et on ne peut pas y changer grand-chose. Coucou Katia. Et ça, on fait avec. Par contre, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, on vient mettre une étiquette derrière notre nom, derrière notre prénom. Parfois, c'est même le nom de notre entreprise qu'on va choisir qui devient notre étiquette. Et de manière générale, quand vous vous présentez sur un tour de table, pour vous présenter justement, pour raconter qui vous êtes, vous utilisez des adjectifs, des qualificatifs, et c'est votre étiquette, c'est ça qui devient votre étiquette. Et là, justement, mon étiquette derrière Sandra Burnier, ici, c'est enseignante spiritualité. Sur mes autres réseaux sociaux et sur mon site internet, vous allez aussi trouver thérapeute médium, enseignante spirituelle. Et là, ça devient intéressant. Il y a quelques jours en arrière, j'ai entendu David Laroche dire qu'en fait, les gens, ils avaient honte de dire qu'ils voyaient un psy. Et du coup, l'étiquette psy, elle est un peu mal notée. Elle a des connotations qui, pour certaines personnes, a priori, hein, d'après les études qu'a lues, j'imagine, David Laroche, en tout cas de ce qu'il en a retenu, les gens préfèrent dire qu'ils ont un coach plutôt qu'un psy et qu'ils vont voir ou prendre les conseils d'un coach plutôt que de suivre une thérapie, une psychothérapie. On peut l'imaginer comme ça. Et c'est vrai que cette étiquette de psy, eh bien, elle peut renvoyer à des choses, à des préjugés que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, quand on dit psy, on va décrypter un peu cette étiquette parce que ça peut tout dire ou rien dire. Parce que je vois un psy, c'est quoi? C'est je vois un psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste. En fait, c'est quoi un psy? Et coucou Marilyn, je dis bonjour à tout le monde au passage. Et donc, on a le psychiatre. Et le psychiatre, c'est celui qui est médecin. C'est celui qui va donner des médicaments et donc qui va pouvoir prescrire des ordonnances. Et parfois, effectivement, on a bien besoin de voir un psychiatre qui a des compétences de médecin parce que parfois, ce qu'on a besoin, c'est d'un traitement. Et ça, un coach, il va pas pouvoir vous le délivrer. Derrière l'étiquette psy, il y a encore le psychologue. Alors, le psychologue, c'est celui qui a suivi des études en psychologie. Et puis souvent, il se sent dans une approche un peu plus en affinité avec Freud, avec Lacan, avec Jung, etc., etc. Et puis, dernier décryptage derrière le mot psy, eh bien, c'est le psychanalyste. Et le psychanalyste, c'est celui qui a suivi pour lui-même
une psychanalyse, c'est-à-dire qu'il a suivi une introspection, il a œuvré sur lui-même, sur sa psyché, avec peut-être un psychologue, peut-être un psychiatre, peut-être un psychanalyste, ça ne nous le dit pas toujours. Donc voilà. Mais c'est là où ça devient encore plus intéressant et où je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez, parce qu'un psychanalyste, c'est simplement quelqu'un qui a suivi une psychanalyse et qui lui donne l'autorisation de pouvoir devenir psychanalyste à son tour et de psychanalyser les autres. Donc ça voudrait dire que l'expérience de cette personne, d'avoir suivi une psychanalyse, fait son expertise. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que l'expérience de quelque chose, ça peut être autre chose qu'une psychanalyse? Par exemple, vous avez expérimenté le suicide d'un proche. Est-ce que ça fait de vous l'expert dans ce domaine? À votre avis, est-ce que l'expérience fait l'expertise? Je vais vous laisser répondre dans les commentaires. Je suis très intéressée par votre retour là-dessus. Alors, j'ai donné l'expérience d'un vécu un peu difficile, là, par exemple, le suicide d'un proche, mais ça peut être autre chose. Par exemple, ça peut être une jeune fille qui a eu très jeune un enfant. Et ça, c'est son expérience. Est-ce qu'à votre avis, elle a suffisamment d'expertise ensuite pour accompagner toutes les jeunes femmes qui vont avoir très tôt un enfant? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je lirai vos commentaires après, ne vous inquiétez pas. On va avancer un peu sur cette notion d'étiquette qu'on se colle. Là, on a vu le côté psy. Bah, revenons au côté coach que mettait en avant David Laroche. Finalement, qu'en est-il des coachs? Alors, les coachs, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a qui sont diplômés parce que ça existe des diplômes de coach et d'autres qui ne le sont pas, qui utilisent ce mot de coach mais qui en réalité n'ont pas suivi ni de diplôme, ni de formation derrière. Alors on a les coachs en sport qui ont été un peu les premiers, les plus connus, et bien souvent derrière il y a des diplômes effectivement sportifs pour pouvoir devenir coach en sport. Mais ce qu'on trouve le plus souvent sur le marché et dans ces étiquettes accolées à côté du nom sur les réseaux sociaux, c'est coach de vie, coach émotionnel, par exemple. Coucou Laetitia. Donc, ces coachs, à votre avis, est-ce qu'on est dans l'expérience qui fait l'expertise? Est-ce qu'on est dans un diplôme? Je rappelle que tous les coachs n'ont pas de diplôme de coach. Ça aussi, il faut bien l'entendre. C'est aussi une différence comme psychologue et psychanalyste. Ce sont vraiment un point assez important qui parle de peut-être l'absence de diplôme, l'absence de formation. Mais est-ce que ça gêne ou pas l'expertise? Moi, votre avis, il m'intéresse là-dessus. Et j'ai même vu, pour vous dire ce matin, une personne qui mettait coaching de l'âme. Alors moi, j'ai une autre question pour vous. À votre avis, est-ce que votre âme, elle a besoin d'être coachée? Je vous laisse écrire. On reviendra dessus. Et puis, bien sûr, évidemment, alors derrière, quand on est coach, alors, les coachs de sport, un peu moins, parce qu'il y a vraiment beaucoup de diplômes derrière en études autour du sport. Ça peut être STAPS à l'université, mais ça peut être aussi bien d'autres choses avec des formations assez sérieuses. Mais je vous le dis, c'est parce que c'est un des métiers, le coach de sport, qui remonte le plus dans le temps en termes d'étiquette coach. Alors que coach de vie, coach émotionnel, coach de l'âme, bah là, on est sur du plus récent et formé, pas formé, et quelle valeur ont ces formations aussi? Ça, c'est une question que vous pourriez vous poser avant de consulter. Pour ma part, vous le savez, je n'ai pas fait le choix de mettre l'étiquette psy ou coach. En fait, je suis sortie des clous que propose David Laroche. Moi, je suis allée sur l'étiquette thérapeute. Au tout début, c'était thérapeute énergéticienne. Aujourd'hui, c'est thérapeute médium. Et si vous allez sur le nom de mon site internet, dans la barre de tâches, eh bien, c'est www.thérapeute-énergie.fr. Donc, vous le retrouvez, thérapeute qui est présent. J'ai insisté là-dessus, c'était important pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être thérapeute? C'est quoi la différence avec psy ou coach? Eh bien, c'est tellement important pour moi que sur mon site internet, je l'ai marqué
Alors là, il s'agit d'aller explorer. Je suis sympa, je vais vous le faire en direct. J'aurais préféré qu'il y ait un partage d'écran, mais ça n'existe pas. C'est pas comme sur YouTube où là, je pouvais faire des partages d'écran. Ben là, sur Facebook, c'est un peu plus compliqué. Donc, coucou Catherine. J'allais dire coucou Sandra. Non. Alors, si vous allez sur la page de mon site internet, vous le voyez, c'est écrit thérapeute médium. Attendez, je me colle bien. Thérapeute médium. Sur l'onglet tous mes soins énergétiques guidés, on va descendre. Ici, les boutons violets, c'est les différents soins, je dis bien soins, que je propose. Et on peut faire défiler encore un tout petit peu plus bas et on y arrive. On a cette photo. J'essaye de vous l'agrandir. C'est une photo que j'ai faite d'un texte de Jean-Yves Leloup dans lequel il y a l'étymologie grecque du mot thérapeute. Hop là, j'essaye de ne pas vous prendre le... C'est compliqué. Voilà. Et vous pouvez lire, ça signifie d'abord soigner, prendre soin. C'est pour ça, en fait, que j'utilise cette étiquette thérapeute. Parce que l'un de mes tout premiers objectifs, il y a maintenant 10 ans en arrière, quand j'ai ouvert mon site internet et que je l'ai appelé Thérapeute Énergie, je voulais prendre soin des gens ou réaliser des soins par le biais des énergies. C'était pour ça. L'idée, c'est d'être capable d'apporter, d'amener du soin en utilisant le biais des énergies. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je n'écris plus thérapeute énergéticienne, même si je continue de travailler avec les énergies. J'écris thérapeute médium parce que je veux insister sur le fait que les énergies, c'est aussi les âmes et pas uniquement les corps énergétiques. Donc là, sur mon site internet, eh bien, je vous ai montré la page des soins énergétiques guidés, mais il y a une autre page qui s'appelle l'accompagnement thérapeutique. Donc c'est un accompagnement pour aider les gens à prendre soin d'eux. Et ce que nous dit aussi Jean-Yves Leloup à la fin de ce petit encart de cette définition, c'est là qui fait toute la raison, pour pas dire toute l'âme de ce petit passage. Il écrit « Le thérapeute ne guérit pas, mais il crée les conditions favorables pour que la guérison ait lieu. Le médecin, au sens le plus majuscule du terme, c'est pas le psychiatre, c'est la nature. Et le thérapeute est là pour collaborer avec elle. Qu'est-ce que vous entendez, vous, derrière le mot nature? Le médecin, c'est la nature. Moi, ce que j'entends derrière le mot nature, c'est l'univers et surtout, qu'est-ce qui constitue l'univers ou de quoi est constitué l'univers et la nature? De l'énergie. Voilà pourquoi mon site s'appelle thérapeuteenergie.fr. Voilà aussi pourquoi mon étiquette que je me colle en plus de mon site internet, c'est thérapeute. En premier lieu, Sandra Burnier, thérapeute, médium et enseignante spirituelle. Là, sur Facebook, je ne peux plus mettre tout ça parce qu'on a restreint le champ. Il y a de moins en moins de place. Donc, j'ai dû faire des choix et du coup, j'ai décidé d'enlever le thérapeute médium. Mais si vous allez sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur mon Instagram, eh bien, c'est Sandra Burnier, thérapeute médium. Ça, j'y tiens beaucoup parce que l'important, c'est aussi de prendre soin de soi, prendre soin des autres, avoir envie de mettre du soin. Mettre du soin sur quoi? Bah, sur les corps énergétiques qui sont faits d'énergie, on y retourne, rentrer en connexion avec l'âme qui est faite d'énergie, on y retourne, et comprendre évidemment l'univers qui nous entoure et remettre du lien entre nos corps énergétiques, notre corps physique aussi bien entendu, notre âme et l'univers qui est fait d'énergie. Donc c'est remettre cette énergie en mouvement. C'est aussi ça qui va vous soigner car bien souvent, quand il y a une pathologie précise, eh bien c'est qu'il y a une raideur, on pourrait dire ça comme ça, dans les énergies.
On peut appeler ça une scorie, on peut appeler ça un blocage, on peut appeler ça un nœud énergétique, une résistance, un frein. Mettez les mots qui vous parlent. Et en fait, en réalité, l'énergie, elle est contractée, elle n'est plus fluide, elle n'est plus libre, elle n'est plus dans une onde vibratoire. Donc, être thérapeute, comme moi, avec cette étiquette qui dit je suis thérapeute et je travaille avec les énergies des corps, les énergies des âmes, les énergies de l'univers, c'est essayer de vous apporter les outils pour refluidifier tout ça et pour permettre que vos énergies passent super bien et que pour vous, ça se passe de mieux en mieux chaque jour un peu plus dans ce contexte en étant en interaction avec votre corps physique, avec vos corps énergétiques, avec les autres, avec votre environnement, avec votre âme, tout ça, tout ça. Donc si je reviens à la question de, à votre avis, est-ce que votre âme, elle a besoin d'un coaching? Je crois pas avoir vu passer la réponse dans les commentaires. J'ai vu, Katia, tu as marqué absolument pas. J'espère que c'était bien pour cette question que vient ta réponse, mais je n'en suis pas certaine. Effectivement, en tout cas, moi non plus, je pense pas que mon âme, elle ait besoin d'un coach, ni de se faire coacher. Donc, ce que je pense par contre, c'est qu'il est important d'aider les gens à se reconnecter à leur âme. Et leur âme, après, elle connaît le chemin, elle n'a pas besoin d'un coach pour lui indiquer dans quel sens va le chemin. Voilà, Marion écrit l'âme sait et Katia me dit oui, oui, c'est bien à cette question-là que j'ai répondu absolument pas. Donc ça, c'est important parce que c'est la question de toutes ces étiquettes qu'on se colle. Et vous, quand on fait un tour de table, quelle étiquette vous venez vous coller? Ça dit aussi des choses de vous. Et comme je viens de vous le démontrer, je vous en ai fait la démonstration, mon étiquette à moi, celle que j'ai collée sur mon site internet, le nom que je lui ai donné, l'entête de mon site internet ou de mes réseaux sociaux a été réfléchie, a été choisie en conscience. Et ça aussi, c'est important. Pourquoi? Et là, ça va vous renvoyer à un précepte, d'où l'intérêt de travailler avec l'univers et les énergies. Le précepte qui dit le verbe est créateur. Ça se réfère à une loi, moi ce que j'appelle un principe de l'univers. Vous connaissez plus souvent le terme de loi de l'univers. Donc ce sont les principes qui régissent cet univers d'après des sciences hermétiques, alchimiques, initiatiques. Voilà, je vous explique tout ça, tout ça. Oui, Isabelle, elle m'écrit savoir écouter et faire confiance en son âme. Je dis oui, un gros oui, tout à fait. Donc, quelqu'un qui vient se coller en étiquette coach de l'âme, réfléchissez bien à ce que ça peut bien vouloir dire avant d'aller la consulter. Mettez de la conscience là-dessus. Ça a l'air de rien, ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas, je viens de vous le dire. Ça fait référence à un principe qui est le principe de mentalisme, qui dit que tout ce qu'on pense et aussi tout ce qu'on dit, donc tout ce qu'on écrit, porte une énergie. On y retourne. Donc, on essaye d'œuvrer avec les énergies dans le bon sens, c'est-à-dire de nous faciliter la tâche, pas de nous mettre un peu dans un plan bancal. Donc, soyez attentifs aux étiquettes que vous vous collez là sur consciemment ou inconsciemment. Des fois, on se colle une étiquette complètement inconsciemment. C'est pas aussi conscient que sur les réseaux sociaux. Hein. On s'appelle pas tous. On met pas tous notre prénom suivi de quelque chose, coach de l'âme, coach émotionnel, coach de vie, psy, thérapeute, médium, voyante et que sais-je encore. Évidemment, ça peut être autre chose, mais je vous le redis, allez chercher du côté des tours de table. Quand vous devez faire une rencontre professionnelle, une formation, un atelier, même un atelier bien-être, souvent il y a les premières minutes, allez hop, on va faire un tour de table pour que vous nous racontiez un peu qui vous êtes. Et là, la manière dont vous choisissez de vous définir, les qualificatifs que vous allez utiliser, attire à vous un certain type d'énergie. Attention, et l'univers, il va travailler avec ça. Et il va vous renvoyer des expériences en lien avec l'énergie et l'étiquette que vous vous êtes apposée là, comme ça dessus. Paf. Voilà. Donc moi, l'étiquette que j'ai choisi de poser, c'est thérapeute. J'ai envie de prendre soin et de mettre du soin, d'apporter des outils pour vous aider à vous sentir mieux, à aller mieux,
Mais j'ai une autre étiquette qui est l'étiquette enseignante spirituelle ou enseignante spécialisée. Eh bien, à ce moment-là, ce que je souhaite, c'est transmettre. Transmettre du savoir, transmettre des outils. Je suis là pour transmettre aussi des messages et des énergies. Donc, je suis dans la transmission. C'est aussi tout ça que ça raconte mes étiquettes. Je le redis, elles ont été réfléchies et choisies en conscience. Maintenant, à vous de choisir vos étiquettes en conscience pour bien avoir à l'esprit que le verbe est créateur. Donc maintenant, je reviens sur vos commentaires avec ma question de départ. Alors, je vois Katia qui met, c'est drôle, dans les tours de table, moi je dis que je m'appelle Katia, que je suis varoise et c'est tout. Donc ta manière de te définir, ce serait ton prénom et ton lieu de vie, ou plus exactement ton département. Et stop, pas d'étiquette. Mais ça aussi, ça peut être, j'ai du mal à me définir. Je me mets pas d'étiquette parce que je sais pas vraiment à quelle étiquette je corresponds. Après, ça a un avantage quand on se met pas d'étiquette, c'est qu'on peut ouvrir le champ des possibles. Finalement, est-ce qu'on a besoin ou pas de se coller une étiquette? Ça, j'ai envie de vous dire, c'est une autre question, qui est une question très pertinente, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est une autre question, dans la mesure où là, sur les réseaux sociaux, bah, quand vous allez contacter des professionnels comme moi, souvent, il y a l'étiquette ou il y a le nom de leur entreprise. Et ça peut vous dire pas mal de choses sur la personne, plus que vous ne le pensez. Alors, revenons à ma question de départ qui était, à votre avis, est-ce que l'expérience fait l'expertise? Ça, c'est une vraie grosse question, notamment du côté des coachs et des coachs qui n'ont pas de diplôme de coaching, mais même ceux qui ont des diplômes de coaching. C'est aussi une vraie question chez des gens qui ont l'étiquette thérapeute. Parfois, c'est juste thérapeute qui est écrit, hein. C'est pas thérapeute énergéticienne comme moi ou thérapeute médium. Juste thérapeute, c'est aussi possible. Mais derrière, est-ce que, on reprend notre exemple du psychanalyste, je vais consulter un psychanalyste, est-ce que j'ai bien conscience que ce qui fait de lui le psychanalyste, c'est juste qu'il a suivi une psychanalyse. Il a pas fait de diplôme ou de cours d'examen en psychologie à la fac, et il n'a pas fait d'études non plus médicales comme le psychiatre. Donc on a le psychanalyste, son atout à lui, son étiquette à lui, elle dit j'ai l'expertise de savoir ce que c'est qu'une psychanalyse, qu'une introspection, et je l'ai vécu moi-même. Donc je sais ce que ça fait. Donc de ce point de vue-là, je peux vous aider maintenant à faire votre psychanalyse à vous et devenir votre psychanalyste. Alors, j'en m'en vais sur vos réponses. L'expérience fait-il l'expertise? Marilyn nous écrit, l'expérience est propre à chacun. On peut conseiller, mais ça ne fait pas de nous un expert. Super intéressant, Marilyn, parce que ce que tu stipules bien, et j'apprécie beaucoup, c'est l'expérience est propre à chacun. Je vous avais donné un autre exemple, cette fameuse jeune fille qui a eu une grossesse très jeune et qui dit ben moi j'ai traversé cette expérience et ce que je veux c'est aider toutes les jeunes femmes, les très jeunes femmes, voire les jeunes filles à vivre leur grossesse et puis l'accouchement, enfin les premiers mois avec le bébé, etc., etc. Parce que je l'ai déjà vécu, donc je peux les aider aussi à le vivre. Je vous ai donné un autre exemple, celui du suicide d'un proche. J'ai traversé le suicide d'un proche, donc je peux aider les autres au travers de mon expérience euh, pour les accompagner dans la leur à traverser leur épreuve de vie. Et là, Marie nous dit, l'expérience est propre à chacun. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que tout le monde n'a pas la même façon de le vivre. Tout le monde n'a pas la même façon d'y réagir. Il y a certaines jeunes filles qui vont être dépassées, catastrophées par le fait d'être enceinte. Il y en a d'autres, elles vont adorer ça. C'était peut-être même un objectif dans leur vie d'être mère super jeune. C'était peut-être pas un objectif, mais elles ont découvert qu'elles étaient enceintes jeunes et elles en ont été heureuses. Alors qu'il y en a d'autres, ça les a catastrophées, ça leur a fait peur. Il y en a d'autres, c'est telle partie, par exemple la grossesse, ben moi ça allait. L'accouchement me faisait peur. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, ni la grossesse ni l'accouchement, mais c'est quand on m'a mis le bébé dans les bras, tout d'un coup, paf, tout le poids du monde et toutes les angoisses qui vont avec me sont tombées dessus parce que j'ai réalisé la responsabilité que ça représentait. Mais est-ce que la personne qui accompagne, elle a vécu toutes ces problématiques dans son
unique expérience? Et est-ce que tout est transférable aux autres? Et est-ce que du coup, son expertise est suffisante pour qu'elle soit une bonne accompagnante? En tout cas, quand je dis bonne, c'est au sens juste, dans la justesse. Puis ça peut être aussi au sens bénéfique. Est-ce que c'est bénéfique d'avoir quelqu'un qui donne des conseils, mais reliés à sa propre expérience à elle et pas forcément à la vôtre? Attention, ça encore, c'est différent. Katia, tu nous dis, c'est peut-être un point de départ, cette expérience, cette expérimentation d'un vécu, mais ce n'est pas encore pour autant une expertise. Donc effectivement, ce que tu dis, ce que j'imagine que tu sous-entends, parce que tu ne l'as pas écrit textuellement, mais j'imagine ce que ça sous-entend, c'est que quand on a l'expérience de quelque chose, ça va nous aider à mieux comprendre l'autre qui le vit, qui le traverse. Parce que moi-même, j'ai vécu quelque chose de cet ordre-là, je suis plus apte à te comprendre que quelqu'un qui n'en aurait jamais vécu de près ou de loin. Par exemple, prenons ce qui est assez dramatique du suicide d'un proche, eh bien, quelqu'un qui n'a jamais connu ça, est-ce qu'il est capable vraiment, suffisamment, de pouvoir comprendre de quoi il en retourne pour pouvoir accompagner la personne? À votre avis, je vous pose la question, quand on est très loin d'une expérience de vie, est-ce qu'on peut quand même accompagner la personne ou pas? Excusez-moi, c'est à force de parler, je vais boire un petit peu. Ayette, tu nous réponds, je ne pense pas qu'une expérience personnelle fasse de nous un expert. Alors, peut-être que c'est le mot expert ou expertise qui vous a choqué, mais l'expertise, effectivement, j'aurais peut-être dû préciser, c'est l'expertise d'être capable d'accompagner quelqu'un. C'est l'étiquette thérapeute, psy, coach, ce que vous voulez là, qui peut venir. Donc c'est ça qui se raconte. Alors, je descends un peu plus bas dans les commentaires, j'essaye de vous retrouver. Catherine, je ne sais pas quoi mettre comme étiquette. Alors, je le redis, hein, on n'est pas obligé de se coller des étiquettes parce que ça a aussi sa propre distorsion hein, de mettre une étiquette, mais c'est dans l'idée, quand je dois me présenter, hein, des fois même en dehors d'un tour de table, quand je dois me présenter à quelqu'un que je ne connais pas, qu'est-ce que je dis de moi? Quelles sont les premières choses que je dis de moi? Est-ce que, et quand on ne sait pas quoi dire de soi, quand on met pas plus d'étiquettes, alors consciemment, inconsciemment, pour Katia, je ne sais pas, je donne mon prénom et le département. Catherine dit, moi, je sais pas quoi mettre. Est-ce qu'il y a une suffisamment bonne connaissance de soi? C'est ça aussi derrière. Et pour moi, c'est très important. Vous le savez, ceux qui m'ont déjà consulté, j'accompagne vraiment dans la reconnexion à l'âme, à votre âme, à l'univers, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi un des outils fondamentaux, c'est une bonne connaissance de soi. Et finalement, c'est devenir expert. C'est ça aussi l'expertise. J'ai de l'expertise en connaissance de moi. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, Ayette, elle dit, moi, l'étiquette que je me colle, moi, c'est Ayette, infirmière. Donc, tu te définis par rapport à ton métier. Alors, si effectivement, c'est un tour de table professionnel, c'est normal. Mais peut-être là, tu vois, tu suis une formation, je me permets de le dire à haute voix, d'hypnose. Eh bien, c'est différent. Une infirmière qui sait utiliser cet outil d'hypnose et une qui ne le sait pas. Et d'un autre côté, est-ce que c'est important de se définir par rapport à des outils? Moi, quand je vous dis je suis thérapeute ou je suis enseignante spirituelle, je vous donne pas mes outils. Je vous donne mon objectif. Mon objectif, c'est de mettre du soin, de vous apporter du soin pour améliorer votre situation du côté de thérapeute. Et rappelez-vous, c'est bien stipulé sur mon site internet et à plusieurs endroits, le thérapeute ne guérit pas. Le guérisseur, c'est vous. C'est pour ça que, par exemple, contrairement à d'autres personnes qui sont dans ma branche, dans mon métier et qui faisaient comme moi des soins énergétiques en cabinet, mettaient guérisseur. Vous ne m'avez jamais vu pour le coup avec cette étiquette. C'était thérapeute énergéticienne. C'était ni magnétiseuse parce que je ne l'étais pas. Je canalisais les énergies la plupart du temps.
La plupart du temps, j'ai expliqué tout ça dans l'initiation de médecine énergétique, la différence entre le magnétisme et les autres techniques. Et l'autre façon de travailler avec les énergies, et où j'allais comme ça, je me suis perdue en route. Oui, je mets pas d'étiquette guérisseur. Rappelez-vous, on l'a dit, c'est la nature qui guérit, c'est la nature le médecin. Moi, je dirais même plus, c'est vous le guérisseur. La nature et le médecin, je suis, j'ai envie de vous dire, la messagère. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'enseigne, je transmets. Je transmets mes connaissances, je transmets les messages de votre âme, je transmets les principes de l'univers, je transmets les outils dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir réaligné, de surmonter une épreuve dans votre vie, de vous réaligner effectivement, etc., etc., ou d'élargir et d'agrandir vos connaissances pour permettre un plus grand éveil, une croissance d'âme, une évolution, etc., etc. Donc, je transmets plein de choses et je vous aide notamment par mes outils à mieux vous connaître, par mes questions et mes éclairages aussi à mieux vous connaître. Mais je ne me présente pas avec ces outils-là. Et je ne mets surtout pas comme étiquette guérisseur, parce que je tiens vraiment à ce que vous repreniez votre pouvoir personnel. Pas que vous le confiez à celui qui prétend pouvoir vous guérir. Ça, c'est très important. Marion, je ne pense pas que l'expérience fasse l'expertise, car notre expérience... J'ai choisi des mots difficiles hein, pour commencer mon premier live. L'expérience, l'expertise, j'aurais pu aussi parler d'expérimentation, car notre expérience est individuelle. Donc oui, tu rejoins ce que disait, me semble, Marilyn là-dessus, où c'est mon expérience ne fait pas forcément valeur de généralité. C'est mon expérience. Peut-être que quelqu'un d'autre, dans la même situation, il expérimentera les choses d'une toute autre façon. Catherine, une personne n'est pas l'autre, chacun a sa propre expérience, son propre vécu. Donc tu rejoins Marion aussi là-dessus. Alors, bonjour à tous. Alors, Zérilia, pas d'enfant et ça ne me manque pas. Et alors là, je me pose la question, pourquoi tu nous as dit ça, Zérilia? Parce que j'essaie de remonter le fil de ce que j'ai pu dire et je vois pas de truc. L'étiquette, c'est j'ai un enfant ou j'ai pas d'enfant. Je sais pas. Si tu es encore là, n'hésite pas à nous préciser. Ah oui, je vois que plus bas, tu mets c'est quoi le sujet. Donc, je pense effectivement, tu as zappé le début du live et du coup, tu te sens perdu. Ça, ça, je comprends, c'est OK. Donc, le sujet du live, eh ben, c'est les étiquettes qu'on se colle, les noms qu'on se donne ou qu'on n'arrive pas à se donner, jusqu'où ça nous amène comme ça. Et est-ce que ces étiquettes, on les applique en conscience ou pas, consciemment, inconsciemment ou pas. Et ce qu'on choisit comme étiquette dit de nous aussi quelque chose, dit de nous nos convictions, dit de nous nos valeurs. Hein. Je vous ai fait la démonstration sur ma propre étiquette. Ça a été posé depuis le départ en conscience, que ce soit le nom de mon site internet, que ce soit les noms que je choisis sur les réseaux sociaux. C'est posé en conscience parce que ça reflète mes croyances. Je crois que je ne suis pas votre guérisseur. Je crois que je suis là pour contribuer à quelque chose de mieux chez vous, une reconnexion à votre âme, à l'univers, à votre corps physique, à vos corps énergétiques, à vos émotions, etc., etc. Mais par exemple, ma conviction, c'est que je ne suis pas guérisseur, c'est vous le guérisseur. Ma croyance, c'est que je vais vous inviter, je vais vous pousser toujours, toujours, toujours à reprendre votre pouvoir personnel et à ne surtout pas le déléguer à quelqu'un qui pourrait se prétendre guérisseur, mais qui pourrait surtout se prétendre thérapeute, parce que ça existe beaucoup, que ce soit des psys, des coachs, des thérapeutes, l'étiquette que vous voulez, qui sont là pour accompagner les gens, mais qui prennent votre pouvoir personnel et qui vous disent quoi faire. Et ma conviction, c'est que ça ne vous aide pas. Peut-être à court terme, ça a l'air de vous soulager, mais à long terme, pas du tout, parce que du coup, vous perdez la main sur vos choix de vie. C'est pas vous qui tenez les rênes en main de votre monture, de votre cheval. Du coup, vous les confiez à quelqu'un d'autre, persuadé que ce quelqu'un d'autre, c'est mieux que vous. Or, si on demande de l'aide et de l'accompagnement à quelqu'un, c'est pour que cette personne vous donne les outils pour que vous puissiez, vous, garder les rênes en main et donner la direction à votre monture, à vous, là vers où vous avez envie d'aller. Alors, Julie, un psychologue ou psychiatre peut heureusement ne pas avoir tout vécu et être apte à accompagner.
Alors voilà, donc Julie, son point de vue, c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé de tout expérimenter pour pouvoir accompagner. Alors, effectivement, Julie le reprécise, je ne sais pas si tu étais là depuis le début du live, Julie, ou pas, mais on a bien vu la différence entre psychologue, psychiatre et psychanalyste. Effectivement, le psychanalyste, son étiquette et sa spécificité, c'est j'en ai fait l'expérience. Le psychologue, sa spécificité, c'est j'en ai les diplômes et je connais les différentes approches psychologiques. Et puis, le psychiatre, c'est j'ai fait des études de médecine, je me suis spécialisée dans la psychiatrie. Et donc, je peux donner des traitements, faire des ordonnances. Isabelle, notre premier véritable appui est la guidance venant de notre âme qui a une expérience très élargie en respectant nos différents fonctionnements. Alors attends, ça saute. L'âme prend en compte chaque vécu qui est différent et le chemin que chacun doit suivre. Alors moi j'ai un souci avec les doigts, le devoir. J'en profite, hein, j'utilise le retour d'Isabelle là-dessus. Hein. Moi, je sors vraiment de ce contexte de on doit, où chacun, le chemin qu'on doit suivre, ou que l'âme dit qu'on doit suivre. Donc voilà, c'est juste, j'en profite. Pourquoi j'en profite pour le dire? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le verbe est créateur. Hein. Là, on est sur la question de l'étiquette, le nom, les mots qu'on se colle. Donc, on a rejoint le précepte, le verbe est créateur, qui rejoint le principe qui régente l'univers, qui est le principe de mentalisme. Donc faites attention aussi vous, quand vous parlez, aux mots que vous utilisez et l'énergie que ça porte derrière et aussi l'énergie que ça va attirer à vous. Ayette, si nous sommes dans l'écoute et la bienveillance, nous pouvons être un soutien. Bon sang de bois, ça saute, je n'y arrive pas. Si c'est bon. Si nous sommes dans l'écoute et la bienveillance, nous pouvons être un soutien, ça saute encore. Ah, mais c'est parce que quand vous écrivez, en fait, le commentaire est envoyé, ça me fait rebasculer sur le commentaire. Donc oui, Isabelle me dit oui, tu as raison, pardon. Ok. Donc Ayette, on va y arriver. Si nous sommes dans l'écoute et la bienveillance, nous pouvons être un soutien, une éventuelle aide pour la personne qui vit une situation difficile. Oui, c'est là en fait où effectivement il y a le petit truc en plus, mais tu n'utilises toujours pas le mot que je voudrais voir apparaître, mais je vais le donner moi. Ce mot, c'est l'empathie. Effectivement, parfois on n'a pas du tout l'expérience comme disait Julie, hein, les psychiatres et les psychologues, bah, ils n'ont pas tous vécu toutes les problématiques pour lesquelles ils ont des personnes, des patients qui viennent les consulter et ils arrivent quand même à les accompagner, heureusement. En tout cas, on le souhaite, on croise les doigts pour eux. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est la question de l'empathie. Ayette me dit, j'ai voulu le mettre, et ben fallait, parce que on revient, le verbe est créateur, les mots qu'on choisit sont importants. Effectivement, l'empathie, osez mettre les mots que vous pensez, c'est les mots justes. Effectivement, toute la question de l'empathie. Moi, comme j'ai envie de dire, comme ce que disait Julie, effectivement, moi non plus, je n'ai pas vécu toutes les situations possibles et inimaginables pour lesquelles vous venez me consulter. J'en ai quand même vécu pas mal, je m'en aperçois. Hein. J'en ai quand même vécu pas mal. Ça, c'est toujours le principe des énergies, l'attraction, le miroir, ça se discute. Mais par contre, j'ai une qualité qui est une extra large et extra forte empathie. L'empathie, c'est la base, mais Ayette, c'est la base, mais pas toujours, parce que, par exemple, si je te dis coach, est-ce que pour toi, chez les coachs, c'est la base qu'ils ont de l'empathie? Est-ce que ça fait partie de leur base profonde? Moi, je vais plutôt penser, ça n'engage que moi, et encore, qu'il y a certaines étiquettes qui vont plus m'amener à penser que la personne a de l'empathie. Coach, pour moi, on est sur des énergies yang. L'empathie, on est sur des énergies plus yin, plus du féminin. Coucou Sandrine, j'en profite, je refais un coucou, j'ai Sandrine qui arrive. Donc voilà, du coup, c'est l'empathie qui est de l'ordre, pour moi, d'une qualité yin du féminin, est moins présent dans l'étiquette coach. Même des gens qui mettent coach émotionnel, coaching de l'âme, coach de vie,
Coach de vie peut-être un peu plus, mais globalement, et d'ailleurs je pense que les gens quand ils cherchent un coach, ils cherchent quelqu'un pour les booster, pour les pousser, pour mettre du yang dans le moteur, du masculin, du passage à l'action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, quoi. Pour mettre du lion dans leur moteur. Et ça, c'est, vous voyez, par exemple, David Laroche, ça, il en parle pas de cet aspect-là, hein, dans ce petit message sur lequel je suis tombée. Après, j'ai pas écouté toute sa vidéo, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça m'a tapé dans l'oreille, ça, quand il a commencé à dire, il a commencé sa vidéo comme ça. Les gens, ils ont honte de dire qu'ils vont voir un psy, du coup psy en gros ça marche pas et ils préfèrent tout de suite dire qu'ils voient un coach, qu'ils sont suivis par un coach, qui font du coaching. Donc du coup ils se dirigent vers le choix de prendre un coach. Je le redis, il y a l'étiquette est reliée à des énergies et je pense que l'étiquette coach est reliée à une certaine énergie qui n'est pas forcément à première vue là tout de suite dans l'empathie. Alors Katia, elle me met, il y a des degrés dans l'empathie. Oui, oui, bien sûr, effectivement. Et l'empathie va jusqu'à la compassion. Maintenant, après, il y a aussi différentes façons d'exprimer son empathie. Je suis pas en train de dire que tous les coachs manquent d'empathie, c'est pas non plus ce que je dis. On retomberait dans la caricature que je vous disais tout à l'heure. L'expérience ne fait pas l'expérience personnelle ne va pas faire la généralité. Voilà, on retombe vraiment dans cette idée-là. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée que soulignait Hayek en sous-jacent, qui est l'empathie, qui dit, ben, quand on est dans l'écoute, quand on est dans la bienveillance, on peut être un soutien éventuel pour une personne qui a vécu une difficulté, même si nous, on n'a pas vécu cette difficulté. Même si nous, par exemple, on n'a pas eu un enfant quand on avait 16 ans, même si nous, on n'a pas vécu le suicide d'un proche, peut-être que j'ai suffisamment d'empathie pour pouvoir écouter déjà la personne. Écouter et soutenir ne veut pas forcément dire être dans l'accompagnement, et encore moins dans l'accompagnement thérapeutique, psychologique ou coaching. Il y a encore effectivement aussi ces degrés-là, hein. Mais voilà, je pense que c'est intéressant. Moi, pour moi, effectivement, en ce qui me concerne, j'ai effectivement une empathie. Moi, je la qualifierais d'XXL. Elle m'a longtemps envahie quand j'avais bien du mal à la gérer. Et parfois, effectivement, moi, j'ai pleuré. Euh, et puis, ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, mais avec des degrés. Alors voilà, Katia parlait de différents degrés. Moi, je peux pleurer quand intérieurement, quand il y a une situation qui va me toucher, euh, d'un consultant, d'une consultante. Je peux pleurer extérieurement. Je peux pleurer. Alors Katia, t'es là? Donc écoute, ouvre bien les oreilles. Quand je suis allée pour la première fois dans la basilique Marie-Madeleine à Saint-Maximin la Sainte-Baume, il s'est avéré que j'ai eu une expérience absolument extraordinaire. Je vais vous la faire très courte et je vais la résumer à ce moment, à ce vécu précis, mais il y a eu beaucoup plus que ça. Il se trouve que ce jour-là, le chœur de la nef était ouvert. D'habitude, elle est fermée. Je me suis installée pour prier. J'étais dans les toutes premières personnes qui étaient là. Enfin, d'ailleurs, j'étais la première personne qui est entrée dans la basilique, mais dans la nef, j'entends, je passe pour prier. Et puis, je vois que ça s'agite autour de moi. Il y a des petites icônes qui sont posées là, à droite-gauche, sur les bancs et tout. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne me dit rien. Personne ne me dit, il faut y aller, madame. Moi, je reste. Je suis là dans ma prière, je suis là. Voilà, c'était à peu près merveilleux. Et là, en fait, j'assiste. Après, derrière, on a fermé la nef et j'ai assisté à l'ordination d'un prêtre à la prêtrise de Sainte-Marie-Madeleine. Et, euh, et en fait, hasard parmi les hasards, ou bien accompagné, mettez le mot que vous voulez, deux personnes s'assoient à côté de moi. Mais au début, une grosse partie des choses qui étaient en anglais, puis au début, j'ai pas compris que c'était l'ordination d'un prêtre. Moi, j'ai cru que c'était une messe, lambda, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que c'était l'ordination de ce prêtre. Et personne n'était devant moi. Donc, je me suis retrouvée au premier rang avec deux personnes à côté de moi. Et au fil de la cérémonie, je pleurais. Alors, pour le coup, comme une madeleine. Je pleurais. J'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Avec le recul, je me dis, mais le prêtre, il devait me regarder en disant, mais qui est cette personne? Je ne la connais pas. Elle est au premier rang et elle est assise à côté de qui? De ses parents.
ses parents, donc c'était un Anglais, ses parents étaient des Anglais. Et je pense qu'ils étaient très touchés. Vous savez, les Anglais, ils intériorisent beaucoup. Et je pense qu'en fait, mon empathie a tout absorbé. J'ai tout. Et en fait, j'ai manifesté tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Après, la maman a aussi eu des larmes, le papa avait les yeux mouillés, mais moins que moi. Moi, je pleurais vraiment. Je ruisselais, je comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au moment où je comprenne qu'en fait, j'étais assis à côté des parents qui voyaient en fait leur fils un peu pour la dernière fois libre, entre guillemets, puisque là, il entrait en prêtrise. Et donc, il allait vivre dans cette basilique, dans cet ordre de Marie-Madeleine, dans le sud de la France, loin d'eux, et ils allaient le voir très très peu par la suite les années à venir, quoi. C'est aussi tout ça qui se racontait, tout ça qui se jouait. Et moi, je continue de penser à ce prêtre qui et tout le monde, d'ailleurs, tous les autres invités, il n'y en avait pas des masses, justement, c'est très intime, très restreint. Mais qui est cette personne? Est-ce que c'est son ex qui vit très mal le fait qu'elle entre en prêtrise? Donc voilà, je vous partage ça pour vous dire à quel point, des fois, effectivement, mon empathie qui est XXL, je peux absorber. Si par exemple, je vais dans une cérémonie d'enterrement, c'est pareil, je ruisselle parce que je prends tout le chagrin réuni des personnes dans l'église ou dans la salle de cérémonie et c'est pas c'est pour pouvoir être maître à ce moment-là de mon empathie et de mes émotions, quand c'est une vague comme ça, soit très forte, très puissante dans le cas de l'ordination du prêtre ou dans le cas d'enterrement, et donc les personnes sont vraiment envahies par leur deuil et leur chagrin, c'est difficile, hein. Je vous le dis. Donc voilà, il y a plein de cas comme ça où je peux pas tout vous raconter, mais effectivement, pour vous dire, mon empathie, elle peut être très vaste, en fait. Alors, on continue. Maintenant, je referme ma parenthèse. Donc voilà, Katia, t'en sais un petit peu plus sur mon expérience là-bas. Expérience ne veut pas dire expertise. Je suis déjà retournée. J'ai une copine à qui j'avais raconté cette journée-là, qui était vraiment très spéciale, hein, de A à Z, dans cette basilique. Et il se trouve que, oh mais c'est super, tu vis toujours des trucs géniaux. Allez, hop, on descend là-bas, tu m'emmènes. On devait aller à la mer. Et on fait un arrêt dans cette basilique et on va aller la visiter. Tu vas me faire un peu le guide touristique quelque part. Il va se passer des trucs, ça va être génial. Puis c'est rien passé du tout avec elle. Donc elle était hyper déçue. Elle toi, tu vis toujours des trucs de ouf. Et puis moi pas du tout, quoi. Donc, vous voyez, l'expérience ne fait pas forcément la généralité. C'est pas toujours reproductible à l'infini. Donc, Katia, très important de connaître la spécificité du thérapeute, voir ses outils pour être conscient du prisme par lequel le thérapeute nous accompagnera. Dans ce sens, nous savons sur quoi nous appuyer et serons confiants dans notre capacité à guérir ou à transformer. Alors moi, je vais prendre le contre-pied, hein, ce que tu dis est plutôt pertinent, mais je vais prendre le contre-pied. Parfois, c'est pas du tout l'outil qui est intéressant, c'est la manière, la relation, la vision, l'éclairage, le changement de point de vue que peut apporter le thérapeute, qui peut nous aider à avancer, à évoluer. Parfois, il faut aussi se laisser surprendre par la rencontre. Hein, vous le savez, la petite phrase qu'il y a sous mon site internet, c'est il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, parfois, on a rendez-vous avec des gens, des thérapeutes, plutôt que des outils. Et on peut se laisser surprendre aussi. Et ça peut vraiment nous apporter ce dont on a besoin. Alors, je descends, je descends, je descends. J'essaye en tout cas de descendre. En tant que coach, je sais pas. Donc ça, je pense que c'est par rapport à l'empathie. Coach, t'es empathique ou pas? Dernière expérience avec un coach pour une reconversion professionnelle, nous dit Ayette, ça s'est très mal passé. Elle était trop directive, pas d'écoute. Donc peut-être que l'empathie, l'écoute, qui sont des qualités hein, du yin, du féminin, on est plus dans quelque chose de, il faut y aller, voilà, de quelque chose de très yang. Et peut-être que toi, ce que tu recherchais à ce moment-là, c'était quelque chose de très yin, de plus yin. Marilyn, je dois vous laisser, merci. Salut Marilyn, merci d'être passée. J'espère que ça t'a apporté quelque chose.
C'est magnifique, ton histoire est très touchante. Merci Catherine. Bon, en tout cas, au plaisir de vous la partager, parce que je crois que je l'ai encore jamais partagée sur les réseaux, ni même à mes consultants en newsletter, en privé, ce genre de choses. Katia, différencies-tu sympathie et empathie? Alors, sympathie, tu donnes la définition, j'absorbe. Empathie, accueillir avec détachement bienveillant. Bah, figure-toi que je mets pas du tout ces définitions-là. La sympathie, c'est j'ai de la sympathie pour toi, ça veut pas dire que je rentre en empathie avec toi. Ça veut dire oui, je m'intéresse. Je m'intéresse sympathiquement à toi. Je t'aime bien. T'es bien ma copine. Voilà. Et pour moi, tu n'absorbes pas du tout hein, quand tu es en sympathie. Alors j'imagine que ce que tu dis là, vient d'un auteur, etc. Mais moi, ça me parle pas. L'empathie, pour le coup, pour moi, il y a beaucoup d'absorption. On absorbe comme une éponge. Accueillir avec détachement bienveillant. Alors il y en a qui disent que c'est de l'empathie, il y en a qui disent c'est de la compassion. C'est le degré ultime. Être capable d'accueillir, c'est quand on gère en fait son empathie. Je vais pas trop utiliser les mots, surtout pas contrôle. Contrôler son empathie. Si vous entendez ça dans la bouche de quelqu'un, rappelez-vous, le verbe est créateur. Attention, attention. Donc, je préférerais encore le terme maîtriser son empathie, mais c'est-à-dire devenir le maître, hein, comme pour le dragon, devenir le maître de ses émotions. Mais moi, ce que je préfère, c'est utiliser le terme de gestion, savoir gérer son empathie, qui pour moi est un don, est une qualité vraiment. Alors, plus un don qu'une qualité d'ailleurs. C'est comme ça que je le perçois. Et quand on arrive effectivement à gérer son empathie, eh bien, on est sur quelque chose où on peut accueillir l'autre dans ses émotions, dans ce qu'il est, dans tout son aussi toute sa sensibilité. Hein, il y a des sujets qui peut-être pour lui sont vraiment plus sensibles que d'autres, mais on reste à sa place. Et ça, c'est aussi la question de la posture. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on est sur des thérapeutes et la posture qu'ils ont, c'est vous allez leur déléguer spontanément, naturellement, inconsciemment votre pouvoir personnel et ils vont le prendre. Ils vont pas dire non, ils vont pas mettre une barrière, ils vont pas dire stop, ils vont pas vous le rendre. Voilà, moi je fonctionne autrement. Moi je vais vous refiler le bébé. Je vais vous dire non, non, c'est ton pouvoir personnel, moi je ne le prends pas. Je ne suis pas la guérisseuse, je peux t'aider et t'accompagner à évoluer, à grandir, à mettre du soin, etc. Mais je ne vais pas prendre la responsabilité de ceci ou de cela à ta place. Je ne vais pas prendre la décision à ta place. Et ça aussi, ça change ma façon, par exemple, de faire des voyances. Je fais très attention à ça aussi dans les voyances pour pas nourrir la déresponsabilisation. Laetitia, je vois sauter, alors du coup, je vois les messages certainement dans le désordre. Laetitia qui dit empathie difficile parfois. Oui, voilà, c'est la question de la gestion de l'empathie. Moi, très clairement, là, dans le partage que je viens de vous faire de ce moment hyper émouvant pour les parents, et puis aussi, j'imagine, hein, pour la famille, les autres membres de la famille, les amis de ce jeune prêtre, de ce jeune garçon hein, qui est en train de devenir prêtre, et donc, il y a quand même une idée de cloisonnement quand on rentre en prêtrise. Peu importe l'ordre qu'on choisit, on n'est pas obligé de choisir un ordre qui dit plus jamais on voit sa famille, plus jamais on parle, etc., etc. Mais on peut choisir même un ordre, j'ai envie de dire, assez ouvert. En fait, on va quand même très peu voir ensuite sa famille. Le contact avec nos proches va être très différent. Et la vie qu'on va avoir va peut-être être très différente des aspirations que les parents avaient pour nous. Et donc, je pense que, par exemple, c'est toutes ces émotions-là qui ont émergé à ce moment-là bah, de ses proches, de sa famille, de ses deux parents, et que du coup, j'ai réceptionné. Et honnêtement, j'aurais pas pu faire autrement que de pleurer parce que je commençais déjà à pleurer sans comprendre pourquoi je pleurais. Il a fallu que ça avance un petit peu. Après, je pense aussi que parfois j'ai des larmes de connexion à des choses. Waouh. Donc là aussi, il y avait de ça. Hein. Il y avait de la connexion à un bassin d'énergie divin, hein, très clairement. Et waouh. Et en fait, tout ensemble, là, j'ai été emportée par le truc. C'était wouhou. Bon bah,
laisse couler, laisse être, quoi. Et je pense quelque part aussi, alors moi j'alchimise beaucoup les lieux dans lesquels je me trouve, donc s'il y a des énergies plombantes, par exemple parmi tant d'autres, mais si je vais dans une chambre d'hôtel, vous pouvez être sûr que je vais passer ma nuit à alchimiser l'énergie du lieu pour la nettoyer, pour faire... donc celui qui passe derrière moi, ben, il est content, mais moi, voilà quoi, j'ai fait le job pour lui juste avant. C'est moins sympa. Je dors pas beaucoup quand je dors à l'hôtel, par exemple. Mais voilà, faut laisser être, faut pas non plus. Moi, alors les faux, on oublie aussi, c'est comme les je dois. Si vous pouvez, moi, je vais conseiller de laisser être plutôt que de fermer le canal, de mettre une résidence. Je veux pas pleurer devant tout le monde, je veux pas pleurer, je veux pas pleurer, ou je veux pas montrer mon chagrin dans une. Je vais pas vous dire que ça m'angoisse pas quand je me dis oulala, va falloir que j'aille à un enterrement et puis l'église est pleine et je me dis voilà. Donc j'essaye, j'ai mes petits trucs à moi, mes petits outils à moi pour m'aider avant et pour faire que ça puisse passer, que ça soit pas non plus, parce que effectivement, hein, ça m'est déjà arrivé de pas me préparer, d'oublier, de pas avoir le temps de me préparer à avoir un enterrement il y a de nombreuses années en arrière. Je pleurais plus que la veuve, quoi. Donc c'est très gênant. Il y a un moment donné, on se dit, oh là là, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà, il y a un petit jugement quand même. 5 minutes, on se dit, fais un effort. Voilà. Donc ça peut, je dis pas ça, c'est pour rire hein, quand je dis jugement et tout, l'auto-jugement de soi là. On évite. C'est pour vous dire à quel point parfois ça me dépasse. Quand je vous dis que j'ai une empathie XXL, je vous dis j'ai une empathie XXL et parfois, voilà, ça me dépasse quoi. On essaye de faire avec. Donc oui, effectivement, Laetitia, l'empathie, parfois ça peut être difficile. Le truc, c'est d'apprendre à la gérer de son mieux avec le temps. Alors, Katia, oui, tu as raison, la rencontre est essentielle et on regarde par d'autres angles. Voilà, ça aussi, ça peut compter. Catherine, est-ce que tu ressens de la colère parfois au lieu de pleurer? Alors, pas dans les situations dans lesquelles je vous ai donné l'exemple, hein, dans un enterrement ou dans cette ordination de prêtre, c'est pas le cas. Mais par exemple, plus jeune, ça m'est arrivé en fait quand quelqu'un me cherchait des crosses, notamment, vous savez, quand vous êtes au collège, là, ou dans des moments où avec quelqu'un on a une altercation pour quelque chose, mais c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Il y a des fois, en fait, j'avais l'impression que avec le recul, je peux te le dire comme ça, Catherine. Sur le coup, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Je canalisais, en fait, j'absorbais la colère de l'autre. Et du coup, c'est moi qui me mettais en colère. Je me disais, pourquoi tout d'un coup, je suis super en colère? Voilà, j'avais pas encore bien analysé et compris le truc de l'empathie, parce que pour moi, à l'époque, il faut savoir que pendant très très longtemps, pour pas dire plusieurs décennies, moi j'ai cru que tout le monde fonctionnait comme ça. Donc, dans mon monde, tout le monde était comme ça. Tout le monde était hyper sensible, hyper empathique, hyper machin. Je fonctionnais par télépathie. Donc j'étais persuadée que j'avais pas besoin de parler puisque les gens, moi je les entendais, je les comprenais, il n'y avait pas de problème, j'anticipais du coup leurs désirs, mais pour moi je les anticipais pas parce que je les entendais, donc je faisais que répondre. Et mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qu'en fait tout le monde ne fonctionne pas comme ça, voire pas grand monde ne fonctionne comme ça ou pas au degré auquel moi je me retrouve exposée. Donc oui, parfois, quand j'étais plus jeune, je pouvais capter des colères et du coup, c'est moi qui, tout d'un coup, était super en colère, je savais même pas pourquoi. Donc voilà. Oui, ça peut arriver. Donc, je vois Laetitia qui rigole et qui met, je comprends tout à fait tes dires. Voilà. Euh, Katia, les notions que je te donne, sympathie, empathie, viennent des dernières recherches neurosciences. C'est des recherches. Alors, effectivement, je me suis longtemps intéressée aux neurosciences et j'ai bossé hein, dans la cognition, etc. Euh, j'ai créé un outil d'éducation cognitive, donc oui, effectivement, mais ça ne veut pas dire que je vais concevoir tout ce qui va être mis. C'est c'est- euh, je suis pas toujours en accord. Et pour connaître le milieu de la recherche, je vais dire les choses comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai bossé dans la recherche, j'ai bossé dans la pédagogie, j'ai bossé dans la recherche, et j'ai été surprise
de découvrir un peu le poteau rose. Un peu. Vous savez, c'est comme quand j'ai mis les pieds dans la spiritualité. Ouh là là, c'est pas du tout comme je pensais. Donc ça, je reviens pas dessus. J'en ai assez parlé ces 2 derniers mois, notamment dans ma newsletter de février, mais pas que. Pour la recherche, j'ai aussi découvert des choses. C'est comme d'ailleurs l'éducation nationale. En fait, quand je mets les pieds dedans, je réalise le fossé entre ce que je pensais comment ça pouvait fonctionner et comment ça fonctionne réellement. Et bon, c'est pas toujours aussi pur que dans mon esprit, on va dire ça comme ça. Donc parfois les protocoles de recherche et les résultats et la diffusion de ceci. Enfin, il y a beaucoup d'étapes dans la recherche qui font que ça peut être, comment je vais le dire, pollué. Et que du coup, le résultat final n'est pas toujours aussi. Parfois, il peut être biaisé à plusieurs endroits, en fait. Donc voilà, après, voilà. C'est pourquoi pas. Moi, je veux bien que ce soit les définitions du moment, mais moi, ça ne correspond pas à mon vécu, en tout cas. On va plutôt le dire comme ça. L'empathie est une vraie qualité, effectivement, et surtout sa gestion. Les tueurs en série sont d'ailleurs très empathiques. Quel exemple! C'est encore mieux que mon exemple de tout à l'heure à moi, avec le suicide d'un proche. Ayette, tu es très touchante, Sandra. Merci, Ayette. En tout cas, j'espère que vous pouvez connecter justement avec moi et que vous pouvez recevoir ce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. On va bientôt arrêter, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, mais on se revoit demain. On se revoit demain, j'espère bien à 13h13. Je croise les doigts d'ici à ce que je reçoive une autre info, mais je pense que oui, on va rester sur ce créneau de 13h13 cette semaine. Donc, je serais ravie de vous revoir demain. Et Katia, haha, je comprends très bien ton enfance. Le pire, ça a été dans le métro. Ah oui, donc effectivement, quand il y a du monde et qu'il y a beaucoup d'énergie diverses et variées, c'est vrai que dans les situations que je vous ai données, l'énergie est plutôt dirigée dans un même sens. C'est-à-dire un enterrement, on est sur une énergie globale de deuil, de chagrin, de tristesse, de perte. Bon, parfois il y a de la colère, ça va dépendre un petit peu des circonstances du décès. Et en fait, bon, globalement, c'est une énergie, c'est un gros paquet d'énergie à gérer, mais qui va dans le même sens. Mais après, c'est vrai que par exemple, dans le métro, il y a beaucoup d'énergies diverses et variées. Après, peut-être que toi, ce que tu essayais de dire, Katia, c'est que dans le métro, il y avait beaucoup de colère et que du coup, c'était de la réception de la colère. Moi, les fois où j'ai pris le métro, c'était pas finalement de la colère. Pour moi, ce qui était gênant, c'était la diversité des énergies à devoir gérer, quoi. Donc, le truc, c'est essaye de te mettre dans ta bulle, ça va bien se passer. Voilà, gestion. Merci vraiment pour ce moment. Avec plaisir, Katia. Oui, oui, Sandra. Bah, super. Alors, à demain. Je vous fais plein, plein de bisous à toutes parce que vous étiez des filles pour celles qui ont participé aux commentaires, au live, en direct. Et puis, bah, s'il y a des hommes derrière leur écran qui n'ont pas participé, bah, je leur fais coucou quand même. Et puis, peut-être en replay. Hein. Je vais essayer de poser la vidéo en replay juste après sur mon site. Voilà. Donc, à demain, 13h13. On y retourne. Bel après-midi.